Bienvenue à tous. Un webinaire organisé dans le cadre du projet PEI Santé du végétal et qui aujourd'hui porte sur la thématique du désherbage mécanique. Donc je me présente ou je me représente, Élodie Pipon, chargée de mission à Végépolis Vallée et animatrice de l'un des volets de ce projet dont je parlerai rapidement en introduction. Je suis accompagnée de Guillaume Gastaldi qui sera le témoin aujourd'hui et qui est à mes côtés, donc qui va pouvoir se présenter ses missions. Bonjour à tous, donc je suis conseiller viticole à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et à l'Association technique viticole de Maine-et-Loire, donc qui est le groupement de développement viticole sur le secteur. Et par ailleurs, donc je suis ingénieur territorial DEFI, donc chargé de l'accompagnement des animateurs de groupes fermes viticoles sur le bassin Val-de-Loire-Charente. Ok, donc nous allons commencer. Donc, petite introduction sur le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire et plus particulièrement cette série de webinaires puisqu'on en est à l'épisode 3. Donc, désolé pour ceux qui ont participé aux précédents épisodes, il va y avoir des redites, mais je vais essayer d'être rapide pour cette présentation du contexte. Donc, le projet PEI Santé du végétal, c'est un projet régional porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. C'est un projet interfilière qui a démarré au printemps de l'année dernière et qui a pour finalité d'aider les agriculteurs à améliorer la gestion sanitaire de leurs cultures. Donc ça passe par deux thématiques, la diversification des cultures et les leviers alternatifs en protection des cultures. Les objectifs sont, pour synthétiser, de capitaliser et de diffuser les connaissances déjà acquises et opérationnelles sur ces thématiques, et également d'accompagner au sein de groupes opérationnels des agriculteurs en fait qui s'engageraient dans des expérimentations et donc qui mettraient en œuvre des pratiques particulières. Donc les éléments qui sont présentés, que je vais présenter dans cette introduction, sont issus d'un des travaux du volet 2.1 de ce projet. Donc c'est le volet que j'anime et c'est un volet qui porte plus particulièrement sur les pratiques alternatives en protection des cultures et qui se penche sur leur diffusion et leur appropriation par les agriculteurs sur l'ensemble des filières du végétal de la région. Donc l'étude que j'ai menée consiste en fait s'articule autour de trois grandes actions. L'élaboration d'un panorama des solutions actuelles en développement et des pratiques actuelles, l'identification des leviers les plus pertinents pour le contexte régional et des leviers qui pourraient notamment être étendus d'une filière à une autre, et la construction d'un plan d'action pour en favoriser l'appropriation par les producteurs. Donc, pour réaliser le panorama évoqué, j'ai réalisé environ 80 entretiens semi-directifs avec les référents techniques de l'ensemble des filières du végétal de la région, mais pas que. Et ça a permis d'identifier les pratiques des agriculteurs ligériens en matière de protection des cultures et également les projets en cours. Donc, les informations que je vais présenter relèvent d'une synthèse de l'ensemble de ces échanges et avec une approche plutôt qualitative et porte donc aujourd'hui plus particulièrement sur le levier désherbage mécanique. Donc quelques éléments de définition pour commencer, très rapidement. La gestion de la flore adventice, c'est une préoccupation majeure de l'ensemble des filières du végétal, et ce d'autant plus que les solutions chimiques se raréfient aujourd'hui. Donc le désherbage mécanique apparaît comme un levier alternatif possible pour cette gestion de la flore adventice. Et donc c'est un moyen qui permet, en mobilisant du matériel, de détruire les adventices levées pour éviter la concurrence avec la culture et ou de prévenir la production de semences d'adventices qui auraient un impact sur le salissement futur de la parcelle. Donc ce levier peut être mis en œuvre avec un large panel d'outils dont le choix s'effectue en fonction de la culture, du contexte, du type de sol, des adventices présentes, etc. Et au-delà de la seule gestion des adventices, c'est un levier qui aussi qui peut apporter des avantages agronomiques. Donc là encore, très rapidement, si on fait un zoom sur le matériel qui est déployé, les matériels qui sont déployés en région, on a cette slide qui présente quelques exemples de matériel utilisé dans le cadre du désherbage mécanique et qui ont pu être cités par les experts lors de nos échanges. Donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui permet très rapidement d'avoir un aperçu des solutions qui sont trouvées sur le terrain. Donc il y a 3 outils qui ont été largement cités comme couramment utilisés.
Je vais pas vous apprendre grand-chose, hein, la bineuse, la herséterie, la houe rotative. En culture pérenne, on peut noter aussi une diversité de matériel disponible pour le désherbage du rang, pour le désherbage aussi de l'interrang. Et donc les experts viticulture ont pu citer par exemple des outils avec escamotage, sans escamotage, à disque, à lame, etc. On peut également retrouver une diversité de matériel dit auto-construit qui ont en fait été adaptés par le producteur lui-même en fonction de ses besoins et de son contexte de production. Alors que ce soit cette autoconstruction, que ce soit seul ou en appui par exemple avec des associations du type atelier paysan. Et donc ça, c'est un phénomène qui peut se retrouver et qui peut concerner notamment les plus petites filières qui peuvent avoir des difficultés à trouver du matériel adapté à leurs besoins ou à leur contexte diversifié de production. Et enfin, certains acteurs ont pu mentionner la désherbineuse, même si ceux-ci ont estimé que ce matériel n'était pas forcément pertinent techniquement, notamment parce que le désherbage mécanique et le traitement ne nécessitent pas forcément les mêmes conditions de mise en œuvre. J'ai pu, lors de mes échanges, questionner les référents techniques quant à leur perception de l'efficacité de ce levier et son niveau de diffusion au niveau du terrain. Donc vous observez à l'écran des graphiques qui peuvent illustrer qualitativement ces estimations. Donc à gauche, efficacité par filière, à droite, diffusion. On peut noter déjà en préambule que la perception de l'efficacité et de la diffusion, voilà, c'est compliqué et surtout ça varie d'un acteur à l'autre. Donc le positionnement des curseurs est là donné à titre indicatif et donc ces graphiques constituent surtout un support d'échange entre acteurs des filières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tendance générale et sans vraie surprise, quand le levier est estimé efficace, il se diffuse. Néanmoins, le désherbage mécanique n'est pas purement substitutif ou n'est pas forcément adapté à tous les contextes de production. Et donc les freins rencontrés par ailleurs et qui seront détaillés dans la suite de mon intervention expliquent que le niveau d'efficacité et le niveau de diffusion ne soient pas toujours raccords à 100%. On peut malgré tout observer que c'est un levier qui est pratiqué par globalement l'ensemble des filières et que le déploiement apparaît comme moyen plus à faible globalement, sauf a priori pour la filière viticulture qui semble un peu plus avancée, notamment en ce qui concerne le désherbage interrang. Sur le rang, c'est plus compliqué, semble-t-il. Et ça met en évidence un deuxième niveau de lecture, c'est qu'au sein d'une même filière, on peut noter des disparités de diffusion, notamment en fonction du mode de production, par exemple. Donc, si je fais une synthèse, selon les référents, le levier désherbage mécanique est plus mobilisé en plein champ que sous abri. Donc, c'est le cas en horticulture, en maraîchage, etc. Il est également plus diffusé pour les cultures à interrang large, en maraîchage, en grande culture, en horticulture. Il est également plus mobilisé pour le désherbage de l'interrang que le désherbage du rang. Ça a pu être précisé en viticulture ou encore en maraîchage. Et alors, petit zoom aussi sur l'arboriculture. Là, on a les conditions de production et notamment de récolte qui peuvent impacter le niveau de diffusion. Et donc, le désherbage mécanique semble plus mobilisé pour la production pommes de table que pommes à cidre, sauf en ce qui concerne les premières années de production. Alors, enfin, les acteurs insistaient aussi sur la variabilité d'efficacité et de diffusion en fonction du matériel considéré. Ça a notamment été évoqué par les filières grandes cultures, semences, maraîchage, horticulture ou PAM, donc plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et le curseur a été positionné comme suit. Donc la bineuse semble être l'outil qui se révèle le plus diffusé. La herséterie, puis les houes. Certains acteurs ont cité les écimeuses comme matériel intéressant techniquement, mais elles sont encore peu présentes. Et enfin, comme je l'évoquais en tout dernier lieu, les désherbineuses, mais non validées entre guillemets techniquement par certains experts. Donc, si on devait faire un bilan en quelques mots de toutes ces interactions avec ces acteurs du conseil, ces animateurs, ces chercheurs, c'est que la gestion des adventistes, ça j'ai déjà dit, c'est une préoccupation majeure de l'ensemble des filières, dans un contexte notamment de suppression de solutions chimiques. Donc, le désherbage mécanique peut apparaître comme une alternative intéressante si, bien évidemment, il est maîtrisé techniquement, et ce intérêt d'autant plus qu'il peut apporter des effets agronomiques intéressant. Pour certaines filières, on a un large panel d'équipements qui existent. Ça peut être un véritable atout.
Ça peut aussi être un frein puisque ça peut engendrer des questionnements sur quel matériel déployer, pour quel contexte, quelle situation, etc. Et à l'inverse, sur cette quantité de matériel disponible, pour certaines filières, c'est pas toujours le cas. On peut noter un manque de matériel adapté ou disponible selon certains contextes de production. Les autres freins à la diffusion qui ont pu apparaître sont relatifs dans un premier temps à la technicité requise pour la mise en œuvre et aux conditions de mise en œuvre nécessaires pour garantir une bonne efficacité du levier. Ça, c'est notamment en lien avec les fenêtres restreintes d'intervention qui sont décisives pour garantir une bonne efficacité. Le coût à l'investissement arrive ensuite, puis les contraintes plutôt d'ordre organisationnel, le temps passé qui est supérieur, le besoin parfois de main-d'œuvre supplémentaire. Et ça peut être des freins importants dans un contexte d'agrandissement des exploitations, de simplification du travail parfois et de manque de main-d'œuvre. Et donc, en lien avec ces freins, le développement d'accessoires, d'outils combinés, de guidage automatique, de capteurs, de nouvelles technologies peuvent apparaître comme des perspectives intéressantes pour pallier ce frein, améliorer la précision, les débits de chantier, voire garantir une autonomie du matériel, par exemple. Techniquement, ce qui revient, c'est que la connaissance précise du contexte de l'exploitation est nécessaire pour une bonne mise en œuvre. On ne peut pas juste se contenter d'extrapoler une pratique d'une exploitation à une autre. Donc ça met en avant l'intérêt en fait d'intégrer le levier dans une stratégie plus globale de la gestion des adventistes, voire même d'aller jusqu'à une reconception de système. Tout ça met en lumière, et ça a été fortement mis en avant par les référents, l'accompagnement qui est essentiel pour l'appropriation de ce levier et pour pallier notamment un des freins qui pourrait être plus psychologique. Par exemple, l'importance de l'image de propreté de la parcelle qui est encore importante, la peur des dégradations quand on utilise ce type d'outils, la peur du changement de pratique tout simplement. Donc ces freins, l'accompagnement, ça peut être un véritable atout pour pallier ces freins. L'accompagnement technique, individuel ou collectif, également l'importance des démonstrations pour s'approprier le levier, du partage d'expériences et du dialogue entre pairs. Dans cet esprit, il y a des outils entre guillemets qui existent et donc par exemple les réseaux fermes Ecophyto peuvent constituer des lieux d'échange possibles. Donc ça, Guillaume Gastaldi pourra en témoigner par la suite. Et enfin, si ce levier apparaît donc intéressant techniquement, il peut encore poser quelques questions, notamment autour de sa durabilité, en lien avec la consommation énergétique, les émissions produites, etc. Ça, c'est des questions que les acteurs se posent. Également, autre question, pour conclure là-dessus, certains acteurs se questionnent sur la capacité aussi des constructeurs à répondre à une demande qui serait croissante si le levier se développe fortement. Donc, comme je le disais, bon nombre de filières et de référents travaillent sur la thématique du désherbage mécanique, plus généralement du désherbage alternatif, en testant des outils, des nouveautés, des innovations et en conduisant des études au regard de ces outils, au regard de leurs conditions de mise en œuvre, d'efficacité, etc. On a des projets locaux, nationaux qui ont pu être évoqués lors des échanges qui portent sur le désherbage mécanique ou plus généralement sur le désherbage alternatif. Alors, on peut mentionner quelques exemples. Plus anciennement, un CASDAR datant de 2011 qui travaillait sur l'optimisation et la promotion du désherbage mécanique. Là, plus actuellement, on a un groupe 30 000 sur la région Pays de la Loire qui se penche sur cette thématique. On a également un PEI plutôt dans le sud de la France qui porte sur l'évaluation de méthodes alternatives de désherbage en maraîchage. Et puis, on peut citer, pour des aspects plus de nouvelles technologies, le projet Roseau qui porte sur le développement d'outils de détection, d'éradication, donc capteurs, etc., pour réaliser des opérations de désherbage sur le rang. On a des projets plus globaux qui ont pu être cités lors des échanges. Donc, là, quelques exemples. Cette liste n'est pas exhaustive, mais voilà, c'est un peu pour illustrer mon propos. On avait projet COSAC qui s'est terminé cette année et qui portait sur la conception de stratégies durables de gestion des adventices dans un contexte de changement. Le projet FIPAM, protection herbicide intégrée en PAM, qui est un peu plus ancien, qui date de 2013. Plus récemment, le projet Alterglypho, porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui a démarré cette année et qui évalue la faisabilité des techniques alternatives au glyphosate en grande culture. Enfin, voilà, sans oublier l'ensemble
des projets défi XP, défi ferme répartis sur l'ensemble du territoire, qui travaillent ce levier désherbage mécanique ou désherbage alternatif, et où ces leviers sont travaillés bien évidemment combinés à d'autres. J'en terminerai avec l'interfilière, donc thématique au cœur de ce projet PEI Santé du végétal. Comme je l'ai dit, voilà, je le répète, mais la gestion des adventices, le désherbage, c'est une thématique d'intérêt pour l'ensemble des filières. Et de fait, lors des échanges, quand j'interrogeais les experts sur quelle thématique il serait possible de travailler conjointement avec d'autres filières, et ce sujet désherbage alternatif revenait souvent. Ils évoquaient le désherbage mécanique, mais également d'autres perspectives, d'autres outils de désherbage physique, électrique, vapeur, voire robotique, etc. Et donc, quand ils étaient interrogés, ces experts voyaient des rapprochements possibles entre cultures pérennes, par exemple, entre horticulture, culture en rang, en pépinière par exemple, et viticulture, entre grandes cultures, culture légumière, horticulture de plein champ, production de semences, voire PAM. Pour aller plus loin, le désherbage via la robotique était un sujet en fait cité assez souvent comme un sujet d'intérêt à travailler en interfilière. Ainsi, les grandes cultures s'intéressent de près à ce qui existe actuellement en maraîchage plein champ au niveau de la robotique. Et de même, l'arboriculture se penche sur ce qui est travaillé en viticulture. Ce qui a été relevé, c'est qu'acquérir des connaissances via l'expérimentation, communiquer sur les outils, les pratiques au niveau de ce levier désherbage mécanique, ça apparaît comme indispensable. Et ce qui fait qu'ils ont mis en avant de façon importante l'idée de partager en interfilière les méthodologies qui sont déployées par chacun, le matériel déjà testé, les résultats obtenus. Et donc quelques exemples qui ont pu être évoqués comme piste de réflexion, c'est par exemple faire un point sur les outils de désherbage mécanique qui sont disponibles et qui pourraient être transposables ou adaptés d'une filière à une autre. C'est par exemple s'allier entre filières pour faire poids et susciter l'intérêt des constructeurs, ou encore mettre en commun des moyens pour de l'expérimentation en interfilière. Donc cette thématique interfilière, je le répète, mais c'est vraiment au cœur du projet PEI Santé du végétal. Et là, c'est vu par les acteurs comme un moyen de mutualiser les forces, de s'inspirer des autres filières, voire même d'être contributrice en proposant un matériel qui existe dans sa propre filière et qui pourrait par exemple être adapté à une autre. Donc là, ce que j'ai présenté, ça constitue une première brique de réflexion pour alimenter par exemple des projets collaboratifs à l'avenir. Mais ça reste des éléments très qualitatifs. Et donc, je vais laisser la main à Guillaume Gastaldi qui va donc illustrer tout cela avec des exemples concrets de mise en œuvre, lui-même ayant en plus participé aux entretiens dans le cadre de ce projet PEI. Donc, je vais lui laisser la parole pour la suite de cette intervention. Rebonjour à tous. Donc effectivement, je vais poursuivre la rencontre de ce jour avec une présentation qui suivra le déroulement que je vous préciserai ensuite. Donc pour compléter les éléments de contexte qui ont déjà été largement présentés par Elodie. Donc faut pas dénier les attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes, notamment avec un focus sur le glyphosate qui est devenu un herbicide symbole un peu et dont la société ne veut plus. Par ailleurs, il y a la feuille de route Éco-Phyto 2+, qui accentue ou qui conforte les objectifs de réduction des phytos, avec un objectif de -25 en 2020 et -50% en 2025. Cette feuille de route Éco-Phyto 2+, s'accompagne également d'un plan de sortie du glyphosate à l'horizon 2022, avec la suppression des usages dont les alternatives crédibles et fiables économiquement sont réelles. Par ailleurs, dans les régions, il y a aussi des plans filières qui se mettent en place. Par exemple, la filière viticole a mis un plan filière au niveau Val-de-Loire avec l'objectif de 50% de surface désherbée seulement. Enfin, quelque chose qui est relativement positif et qui vient aussi de l'historique de nombreuses exploitations déjà qui se sont mis au travail du sol depuis des années, le dynamisme des filières d'agroéquipement qui fournit aujourd'hui et qui présente des outils de plus en plus performants et de plus en plus intéressants dans la perspective des alternatives aux herbicides, avec la limite cependant, dans le cas d'une intensification de ces outils d'entretien mécanique des sols et d'une demande de plus en plus forte de la production, d'une capacité à produire qui restera à démontrer à grande échelle. Et enfin, un sujet particulièrement important aussi, c'est au sujet de la structuration et de la résilience des exploitations agricoles dans cette perspective
d'alternatives aux herbicides, où on observe des exploitations qui ont grandi parce que la chimie le permettait et qui se retrouvent aujourd'hui avec des impasses pas forcément techniques, mais liées à leur taille importante et, et à leur nécessaire volume de production. Donc ça pose des questions par rapport à la résilience des exploitations dans ce contexte-là. L'objectif de cette intervention, donc, ce sera de présenter un peu quels outils et méthodes mobilisables dans toutes les filières. Ça, c'est important. Les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, a priori, sont transférables dans toutes les filières. Donc, quels outils et méthodes permettent une meilleure appropriation par les producteurs des solutions de désherbage mécanique. Donc, j'ai mis ici par les producteurs, mais les conseillers, le monde du conseil doit aussi s'emparer de toutes ces méthodes et outils pour favoriser le transfert. Donc le déroulé se fera en deux grandes parties. Une première partie sur la posture du conseiller et la nécessité d'avoir une approche plutôt système, comme les éléments que présentait Elodie tout à l'heure. Et enfin, je vous présenterai quelques modalités de transfert que nous avons testées et validées entre guillemets, donc à travers les groupes défis fermes, la formation et les démonstrations au champ. Donc, au sujet de la posture du conseiller, donc on voit que quand on se pose la question du désherbage mécanique, ça apporte de nombreuses questions sur la main-d'œuvre, sur l'organisation du travail, aussi sur les attentes du producteur par rapport à son salissement des parcelles, par rapport à son organisation du travail, par rapport à ses loisirs. Donc il y a tout un travail aussi à faire sur les objectifs professionnels et personnels du producteur, ainsi que des salariés, parce que quand on a une entreprise avec des salariés, il faut que les salariés adhèrent aussi au projet d'entreprise de changement de pratique pour être sûr que ce soit bien mis en place. Il y a des besoins de formation importants aussi, que ce soit au niveau de la production, mais aussi au niveau du conseil. La question aussi qui se pose, c'est une question économique de valorisation de la production. Quand on a des charges supplémentaires à la parcelle, comment on répercute cette augmentation de coûts de production a priori via une valorisation supérieure. La question des investissements, avec souvent quand on parle de désherbage mécanique, ça implique des investissements en tracteurs, voire en robotique ou en outils d'entretien des sols. Donc, comment on gère ces investissements, que ce soit en individuel ou en collectif via des CUMA par exemple. Les exploitations qui envisagent le désherbage mécanique doivent aussi se poser la question de leur foncier à la fois sous l'angle agronomique, c'est-à-dire la capacité des sols de réessuyage par exemple, comment on gère les contextes pédoclimatiques différents, mais aussi en termes de structuration du foncier, si le parcellaire est morcelé, si le parcellaire est regroupé, s'il y a des parcelles très éloignées du siège d'exploitation, tout ça doit être intégré. Et tous ces éléments-là amènent potentiellement à une modification de l'équilibre du système, donc un équilibre de système qu'il faut retrouver. Et donc vous avez une petite image là qui peut résumer le rôle du conseiller dans tout ça. Au-delà du simple conseil agronomique technique, c'est aussi de faire en sorte que le producteur, avant de se lancer dans un tel changement de pratique, n'oublie rien et que le conseiller est là aussi pour que le producteur ait tous les bons réflexes dans cette perspective. C'est à ce niveau-là qu'il faut dissocier deux échelles de conseil qui sont toutes les deux indispensables. On peut parler d'un conseil ponctuel plutôt à chaud, qui présente l'intérêt d'être un conseil de précision, plutôt réactif en général par rapport à une situation donnée, mais qui ne permet pas de travailler à l'échelle du système sur sa résilience, qui se limite également souvent à une solution agronomique, alors que d'autres solutions peuvent être envisagées, comme l'organisation du travail, des investissements mutualisés. Et c'est un conseil souvent de court terme, parfois dicté par un cahier des charges, que ce soit un cahier des charges viticulture biologique ou un cahier des charges de metteur en marché. Donc ça, c'est une première échelle. La deuxième échelle qui est indispensable à avoir quand on accompagne une exploitation, ça va être plutôt la dimension conseil stratégique, conseil système. Donc l'intérêt de ce type de conseil, ça va être de pouvoir justement travailler sur la résilience du système et comment on rééquilibre concrètement le système avec les changements qui ont lieu. Ça peut être aussi une démarche structurante pour l'exploitation, c'est-à-dire désherbage mécanique, ok, mais avant d'arriver à ce point-là, tout ce qu'il faut mettre en place pour y parvenir. Et ça permet de considérer l'ensemble des solutions disponibles, donc que ce soit des solutions RH, des solutions agronomiques, des solutions économiques, des solutions de valorisation. Donc toutes ces solutions-là sont à envisager. Les limites de la mise en place de ce conseil stratégique, c'est que
on a besoin de temps potentiellement pour évaluer un résultat. C'est là où il se distingue du conseil à chaud, où on fait par exemple une préconisation et on peut rapidement observer la réussite ou l'échec de cette préconisation. Là, au niveau du conseil stratégique, on est souvent sur une échelle de 3 à 5 ans, donc on a besoin de plus de temps pour évaluer le résultat. Et il faut une disponibilité de l'exploitant suffisante, à la fois en termes de temps, mais aussi en termes intellectuels. Donc, il faut que l'exploitant ait la disponibilité pour prendre du recul et se poser sur sa situation. Donc un exemple de réflexion système qu'on avait travaillé avec des viticulteurs de défi, on leur avait posé la question, pour vous, par rapport à cette perspective de réduction forte des phytos et de sortie du glyphosate, quelles seraient les contraintes les plus importantes pour vous, et de les classer sur un diagramme entre le poids de la contrainte sur l'exploitation et la facilité à lever cette contrainte. Donc on voit que dans les contraintes qui ont le plus de poids par rapport à cette thématique de sortie des phytos, on a la question de la valorisation, on a la question du contexte pédoclimatique, on a la question de l'organisation du foncier, on a la question des riverains aussi et du besoin d'investissement. Par contre, pour les contraintes qui auraient peu de poids et qui seraient plutôt faciles à lever, donc on a la question de la connaissance, la question de la formation, la question de l'organisation du travail qui se situe à ce niveau-là. Donc là, on voit que quand on demande à des vignerons quelles sont ces contraintes par rapport à ces perspectives-là, on a tout un tas de réponses très variées et qui justifient, là on est vraiment à l'échelle du système, au-delà de la simple situation agronomique. Toujours dans cette dynamique d'échelle système, on a voulu travailler avec les vignerons sur une façon de modéliser un peu, de simuler l'impact économique qu'aurait le passage au désherbage mécanique, par exemple, sur une exploitation. Donc au départ, on travaillait beaucoup sur les coûts de production à l'hectare, puis on essayait d'évaluer à l'hectare l'augmentation du coût, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas suffisant parce que ça permettait pas de tenir compte notamment de la stratégie d'investissement ou de la question de la valorisation, la présence de stock aussi éventuellement et la stratégie de vente du producteur. Donc on a développé un simulateur qui permet de travailler à l'échelle de l'exploitation entière avec des indicateurs économiques et qui nous permet de dire par rapport à tel changement de pratique, quelles seront les conséquences sur le BE, sur le résultat courant de l'exploitation. Donc c'est comment concrètement on met en place cet outil. Donc on modélise l'état initial de l'exploitation, c'est-à-dire on reconstitue un bilan moyen sur 3 à 4 millésimes. Donc on a un EBE moyen, résultat courant moyen et un itinéraire technique de base. Après on fait varier cet itinéraire technique avec le changement de pratique. Donc c'est la simulation et on obtient l'impact de ce changement d'itinéraire technique sur le résultat de l'exploitation. Donc EBE, résultat courant, également la marge et le coût de production hectare. On a toujours le coût de production hectare malgré tout. Donc ça c'est un outil qui a été fait en mobilisant des données issues des réseaux défis pour tout ce qui relève des données techniques notamment, mais également du réseau Inosis. Donc le réseau Inosis c'est un dispositif de la Chambre d'agriculture qui permet de décrire des systèmes d'exploitation en prenant en compte leurs débouchés commerciaux, leur surface, et de voir l'adéquation entre leur niveau de valorisation et leur niveau de charge. Donc on a mis en lien ces deux réseaux pour arriver à un simulateur. Donc le simulateur, il nous permet de faire des simulations plutôt globales, c'est-à-dire on teste un scénario désherbage mécanique du cavaillon avec une embauche ou sans embauche, et on voit ce que ça donne sur les résultats de l'exploitation. Mais il nous permet aussi d'affiner de façon très précise le pilotage du changement de pratique, c'est-à-dire que avec cet outil-là, on est capable de tester différents scénarios de changement de pratique avec différents types d'outils. Et là, on est vraiment dans le conseil agronomique en disant avec à un producteur, si tu choisis tel outil, tu auras tel impact. Par contre, si tu choisis tel outil, tu auras tel impact. Donc le prérequis de ce travail-là, c'est de bien connaître les objectifs du producteur et de ses attentes tant techniques que économiques. Donc là, par exemple, vous voyez, très concrètement, on a testé différents scénarios. Donc, l'utilisation uniquement de lames intercept, avec en comptant la main d'œuvre en plus, ou l'alternance de passage de lames intercept et de disques chausseurs qui permettent d'aller plus vite et donc de réduire un peu le temps de travail à l'hectare. On a testé aussi la combinaison entre des outils mécaniques et du désherbage chimique. Et enfin, on a testé la combinaison de binous-cress avec des disques et moteurs. Et vous voyez que entre par exemple l'utilisation des lames
et l'utilisation de binous cress avec des disques émoteurs, on arrive à réduire significativement l'impact économique du changement de pratique. Donc ça permet derrière d'arriver rapidement vers la mise en place de changements. Donc ça, c'est un outil aujourd'hui qu'on travaille dans le cadre de l'accompagnement des viticulteurs défis, mais également en formation. On s'en sert en formation où, quand on a un groupe de 12 vignerons, par exemple, on fait travailler 3 groupes sur un scénario de changement de pratique donné, sur un même cas initial, et après, on compare chaque groupe, les idées individuelles qu'ils ont choisies, les résultats économiques que ça engendre. Donc là, ça permet des échanges très riches et de bien identifier les différences qu'il peut y avoir entre différents choix techniques d'un point de vue économique. Pour préciser les modalités de transfert, donc avant d'être ingénieur territorial, j'ai été pendant 8 ans animateur d'un groupe défi. Donc pour rappeler ce que c'est les groupes défis, parce que tout le monde peut-être ne connaît pas encore, donc c'est une action phare du plan Ecophyto qui a été mis en place dès le début et qui est aujourd'hui confortée dans le plan Ecophyto 2+. Donc on a 3 groupes de viticulteurs en Pays de la Loire, mais il y a beaucoup d'autres groupes, toutes filières confondues. Il y a des groupes donc après il y a des groupes défis, mais des groupes 30 000, et c'est plutôt des groupes 30 000 en maraîchage, en arboriculture. Mais il y a beaucoup de groupes défis en agronomie, en grande culture. Donc les objectifs de ces groupes, c'est concrètement démontrer qu'il est possible de réduire l'utilisation des phytos sur les exploitations, d'expérimenter des systèmes de culture économes en produits phytos en générant des références technico-économiques. Ces groupes-là sont accompagnés par un ingénieur réseau, donc un ingénieur réseau qui consacre un mi-temps sur son poste à l'accompagnement de ce groupe et à la remontée de références à la cellule d'animation nationale via une base de données qui s'appelle Agrosist. Il y a différents niveaux d'animation. Il y a un niveau d'accompagnement collectif à travers des rencontres régulières, des tours de parcelles, ça peut être des formations aussi, ou des interventions sur des points techniques précis. Et il y a aussi une phase d'accompagnement individuel où on va travailler sur le projet de l'exploitation et chaque année faire le point avec le producteur sur les résultats qu'il a obtenus en ayant réduit les intrants. Et tous ces groupes défis s'accompagnent d'actions de communication, démonstration. Donc là, il suffit de vous renseigner un peu dans vos régions et vous verrez rapidement qu'il y a tout un tas de journées techniques, de portes ouvertes qui sont prévues sur les exploitations défis. Donc la question du diagnostic est essentielle dans ces groupes défis. Donc par rapport au diagnostic en vigne, on utilise la méthode CEP-VITI, donc qui permet d'appréhender globalement le fonctionnement de l'exploitation, tant d'un point de vue humain, agronomique et économique, en précisant les objectifs du vigneron pour différents leviers. Et dans le cadre de ce diagnostic, on va pouvoir définir à quelle échelle de son exploitation le viticulteur souhaite travailler et quelles sont les grandes entités techniques qui vont lui permettre derrière d'adapter des leviers spécifiques. Donc c'est important, c'est des groupes, mais chaque producteur garde son projet à lui et travaille sur un projet individuel d'évolution des pratiques. Un outil qui est essentiel aussi dans la démarche défi, c'est le système décisionnel de l'exploitant. Donc le système décisionnel, dans ce cadre-là, on va s'attacher à bien préciser quel objectif a le producteur, pour quel niveau de résultat attendu et où il met son niveau de tolérance, parce que on sait très bien qu'en passant au désherbage mécanique, on n'aura potentiellement jamais la même qualité de résultat ou la même gestion du salissement qu'avec la chimie. Donc c'est important de bien clarifier avec le producteur quels sont ses objectifs et ses niveaux de maîtrise attendus. Et ensuite, on va définir avec le producteur quelles sont ses stratégies de gestion pluriannuelles, donc c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs années, comment il envisage de gérer l'entretien des sols potentiellement sans herbicides, et aussi la stratégie annuelle. Donc la stratégie annuelle, là, on va être dans la précision fine du changement de pratique, c'est-à-dire quelle stratégie annuelle en fonction de la climato qui peut arriver, en fonction des contraintes qui peuvent émerger. On est plutôt dans un pilotage fin au niveau de la stratégie annuelle. Un outil qui est essentiel aussi dans la méthode défi, c'est le bilan de campagne. Donc le bilan de campagne, c'est une fois que le producteur a fait évoluer son système, a changé ses pratiques, on fait un bilan de campagne tous les ans qui nous permet de bien analyser le fonctionnement du millésime de l'année, quels résultats ont été obtenus, quel échec éventuellement il y a pu avoir aussi, et ça permet d'être très au clair sur les résultats technico-économiques du système et de pouvoir éventuellement affiner le plan d'action. Donc là, on regarde l'IFT, mais on regarde aussi la satisfaction personnelle du résultat.
Donc ça nous permet d'orienter derrière éventuellement une modification du plan d'action. Un autre travail qui a été fait dans les groupes défis, donc là on est plutôt en termes d'animation de groupe, c'est-à-dire on a travaillé sur un outil d'animation qui s'appelle le photolangage. Donc là c'est une animation qui a été faite avec un groupe d'ingénieurs réseau, donc un groupe d'animateurs de groupe, mais c'est une technique d'animation qui peut très bien se faire avec des producteurs. Donc ce photolangage a été réalisé en 3 phases. Une première phase, on a demandé aux animateurs de groupe quelle perception ils avaient eux de la perspective zéro herbicide, comment ils voyaient les choses. Donc là, on a eu tout un tas de réponses qui permettaient, on voyait que donc il y a des membres de ce groupe, des ingénieurs réseau qui sont plutôt très optimistes, des ingénieurs réseau qui sont conscients des difficultés, mais qu'on dit de toute façon on va y aller, des ingénieurs réseau qui voient ça plutôt comme un challenge, des ingénieurs réseau, on voit avec la photo de la préhistoire là par exemple, où lui il considère plutôt qu'on revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire que ça implique de revoir tous les fondamentaux agronomiques, de revenir aux bases entre guillemets. Donc ça c'était la première question. On a fait une deuxième question, quelle perception ont les viticulteurs que vous accompagnez de la perspective zéro herbicide? Et là, cette phase-là était intéressante parce que on voyait que de toute façon dans les groupes, il y a une hétérogénéité de vision par rapport à cette perspective zéro herbicide. Mais par contre, on constate que globalement, il y a très peu de viticulteurs dans chaque groupe qui se disent que de toute façon on n'ira pas. Et souvent, les quelques cas de viticulteurs qui étaient vraiment récalcitrants et qui n'étaient pas décidés à y aller, c'est des viticulteurs plutôt proches de la retraite, qui n'ont pas envie de remodeler foncièrement leur système à quelques années de la retraite. Mais globalement, beaucoup de viticulteurs sont déjà en démarche, donc c'est ce qu'on a fait ressortir à travers cette animation-là dans les groupes. Donc le mouvement est plutôt enclenché. Et cette question-là s'accompagne aussi d'une question sur comment on accompagne les producteurs. Enfin là, c'était les viticulteurs, mais ça va pour tous les producteurs. Comment on accompagne les producteurs un peu récalcitrants dans cette perspective-là. Donc là, c'est beaucoup le collectif et l'échange entre pairs que citait Elodie tout à l'heure, qui sont ressortis comme des leviers puissants pour permettre d'atteindre cette perspective. Et la dernière phase, donc là, c'était plutôt de l'émergence de solutions. Quelles alternatives retenir? Quelles sont les solutions à mettre en place? Donc là, c'était la question posée aux ingénieurs réseau sur la base d'une base de données photos. Donc là, en gros, il y avait 25 images. Donc là, on n'en a retenu qu'une partie. Enfin, les ingénieurs réseau n'ont retenu qu'une partie sur ce qui leur paraissait le plus intéressant. Donc notamment dans les solutions, il y a des solutions qui sont techniques, mais il y a aussi des solutions qui relèvent de politiques d'incitation, comme les aides PCAE, comme les formations VIVEA, qui sont aussi un levier identifié puissant pour permettre d'améliorer le transfert des techniques d'entretien de désherbage mécanique. On a aussi l'entraide qui est ressorti, la combinaison des outils lors de passage, vraiment essayer de combiner les outils pour réduire le nombre de passages. Et après, d'un point de vue technique, les solutions qui sont principalement ressorties, donc on a parlé de paillage, donc là on sort du désherbage mécanique, mais c'est d'autres solutions possibles. Donc on a parlé de paillage, on a parlé de robotique, on a parlé de désherbage électrique, on a parlé de tout un tas de techniques qui permettent aussi d'atteindre ces objectifs-là. Donc là, on était vraiment dans l'émergence d'idées et l'intérêt de cette méthode participative, justement, c'est que tout le monde prend position et que les photos aident à structurer les idées. Donc c'est ce que je vous remets là. Donc cette méthode de photolangage d'animation donc est adaptée à la fois pour des conseillers ou des producteurs. Ça mobilise tout le groupe parce que chaque membre du groupe est amené à se positionner sur la base d'une photo. C'est une animation qui est plutôt dynamique et ludique via les images. Et ce qui est important aussi, c'est que ça permet de prendre du recul et d'aider à structurer les idées. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne assez bien et qui peut être adapté avec tout type de public. Et donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on arrive à faire de l'émergence de solutions. Par rapport à cette méthode au défi que je vous présentais, ce qui est très important aussi, c'est de préciser qu'on a obtenu des résultats. Donc les groupes défis existent depuis 2011 et aujourd'hui, donc on suit 435 systèmes de culture vigne en France, dont 325 en conventionnel et 110 en viticulture biologique. Et aujourd'hui, 43% de ces systèmes, donc à l'échelle France, n'utilisent plus d'herbicides. Et sur les systèmes conventionnels, 24 systèmes, donc presque un quart des systèmes conventionnels des filles, des exploitations conventionnelles, n'utilisent plus d'herbicides. Et pour ces exploitations qui utilisent des herbicides, donc on est à des IFT herbicides inférieurs à 1. Donc au niveau du réseau défi, on a quand même eu des résultats intéressants en suivant la méthodologie en partie que je vous ai présentée précédemment. Pour finir, je vous présenterai d'autres leviers intéressants en termes de transfert. Donc il y a la formation évidemment. Donc la formation, souvent c'est des groupes de 8 à 12 personnes que l'on organise souvent
par une partie en salle plutôt théorique, puis une partie sur le terrain où on rentre dans le dur du réglage d'outils, de l'essai des outils dans la parcelle. Donc souvent c'est des formations de 2 jours et suivies d'un temps individuel qui permet de travailler avec le producteur sur un plan d'action. Donc en fait, chaque producteur qui suit la formation repart des 2 jours avec un plan d'action pour son exploitation et le temps individuel qui est réalisé quelques temps après permet de retravailler ce plan d'action individuel et de voir si le changement de pratique a été mis en place, s'il n'a pas été mis en place, pourquoi il n'a pas été mis en place. Donc là, c'est un levier également important, toujours sur le principe de l'échange entre pairs. Donc au niveau de la viticulture et de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire, on a 2 programmes de formation en lien avec ce sujet-là. Une formation concevoir son itinéraire technique bas intrant et durable. Donc dans cette formation-là, on aborde tous les angles technico-économiques à l'échelle système globalement et on intègre aussi dans cette formation un module sur la gestion des ressources humaines et sur le management parce qu'on constate que notamment en culture pérenne comme la vigne et l'arboriculture, mais ça peut aussi fonctionner en maraîchage, la main-d'œuvre est relativement nombreuse et c'est important de savoir comment transférer la volonté de l'exploitant d'aller vers plus de durabilité aux salariés et d'obtenir l'adhésion des salariés également à ces nouvelles techniques et à ces nouveaux outils. Donc il y a les questions de management et de gestion des ressources humaines, d'organisation du travail qui sont importantes. Et c'est pour ça que pendant cette formation-là, il y a un module là-dessus. Et la deuxième formation, c'est piloter son itinéraire technique de travail du sol, où là, on est vraiment un focus sur les outils de désherbage mécanique, à la fois sur l'interrang et sur le rang, avec donc des parties plutôt théoriques et des parties sur le terrain dans les parcelles de vignes, avec des vignerons un peu témoins qui parlent de leurs outils et qui aident les participants à la formation à régler les outils. Et enfin, un dernier levier qui est plutôt lui assez répandu, mais qui est aussi intéressant, c'est les démonstrations au champ. Donc là, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais ça permet toujours de mobiliser un large public de tous les horizons, de tous les profils. C'est des événements qui facilitent les échanges entre pairs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à cet enjeu de transfert des techniques, les échanges entre pairs sont très puissants, à la fois pour fiabiliser le changement de pratique, mais aussi parfois pour enclencher le changement de pratique chez des producteurs qui seraient un peu réfractaires. Et à chaque fois, donc, ça permet de présenter un large panel d'outils avec le fonctionnement en situation réelle. En conclusion de cette présentation, donc ce qui est sûr déjà, c'est que on demande beaucoup de changements aux exploitations agricoles. La perspective du zéro glyphosate, voire du zéro herbicide, impacte fortement l'équilibre des exploitations actuelles. Et en parallèle, le conseiller doit aussi lui évoluer de son côté et être capable d'accompagner ces changements de pratique dans toute la complexité des exploitations agricoles, tant sur l'angle organisation du travail, investissement et technique. Et donc ça implique aussi un besoin en formation important pour les acteurs du conseil. Et côté plutôt production, la mutualisation est indispensable aussi pour passer ce cap et accompagner un maximum d'exploitation dans ce sens. Donc c'est du partage de compétences. Quand on parle de mutualisation, on peut parler partage de compétences, que ce soit entre la recherche, les conseillers d'entreprise, les conseillers économiques, les conseillers techniques, mais aussi les conseillers RH, je vous en parlais tout à l'heure, et le partage de compétences, expériences entre producteurs, que ce soit via les groupes de chambre d'agriculture, les groupes défis, les groupes 30 000, mais aussi via des plateformes de partage de données ou de témoignages permises par les outils numériques. Et enfin, les CUMA, les copropriétés, voire les ETA, les entreprises de travaux agricoles, ont aussi un rôle très important à jouer dans cette perspective-là, en permettant de rationaliser les investissements sur les exploitations, mais aussi en permettant, pourquoi pas, de mutualiser des salariés, parce que le passage au désherbage mécanique implique des besoins en qualification supérieurs, et donc les CUMA qui potentiellement peuvent embaucher des tractoristes peuvent être une réponse à cette problématique-là. J'en ai terminé, on va maintenant répondre à vos questions. Écoute, merci. Peut-être une première question que j'ai vu passer en tout début, le temps que je remonte un peu dans ma liste de questions, sur les intérêts agronomiques du désherbage mécanique. Donc les intérêts agronomiques, d'abord il y a un premier intérêt, c'est en termes de gestion des adventices, on observe moins d'inversion de flore, on observe un équilibre qui se crée entre la flore adventice et donc globalement moins de problèmes qu'on peut avoir avec un panel de solutions chimiques qui se restreint et donc des inversions de flore et de la flore récalcitrante aux herbicides. Donc le premier avantage du désherbage mécanique, c'est que globalement on a un meilleur équilibre de la flore et moins de flore
spécifique qui est plus difficile à contenir. Après, dans la perspective du changement climatique, le désherbage mécanique va aussi permettre d'améliorer la vie du sol. On dit fréquemment qu'un binage vaut 2 arrosages, donc en période de sécheresse, un binage peut permettre de mieux passer cet épisode de sécheresse. Voilà pour les principaux intérêts agronomiques, qui demanderaient sûrement à être complétés. Mais... Alors, tu nous as présenté une approche technico-économique avec ton simulateur. Est-ce que ce type d'approche est existant à ta connaissance, par exemple dans le réseau Défi, sur d'autres cultures, d'autres filières et notamment en grande culture? En grande culture, je crois pas, mais par contre, ça existe en élevage. L'élevage a travaillé aussi sur un simulateur. Donc je sais qu'en élevage, il y a quelque chose avec l'Institut de l'élevage, mais en grande culture, je crois pas. Alors, quels outils peuvent travailler à la fois en grande culture large interrant et en maraîchage large interrant? Là, c'est en regard avec les liens que j'ai pu effectuer lors de mon intervention, je suppose. Là-dessus, je ne veux pas forcément avoir de réponse. En fait, les acteurs des deux filières respectives qui sont cités dans cette question imaginaient un lien possible les uns avec les autres, mais typiquement sans forcément avoir en tête des types d'outils qui pourraient être mutualisés. Donc ça, c'est les éléments et les liens que j'ai pu évoquer. C'est des choses qui seront travaillées dans la suite du projet. L'idée étant de justement mutualiser ces connaissances, mutualiser l'existant au niveau des outils mobilisés, etc., pour aller plus loin dans ces thématiques interfilières. Quel outil de désherbage mécanique pour lutter contre le chardon? Bon, effectivement, quand je parlais tout à l'heure de flore difficile, le chardon est une flore difficile parce que c'est une flore qu'il faut pas sectionner, sinon on a tendance à le disperser. Et surtout, il faut pas qu'il arrive à floraison pour éviter de se multiplier. Donc par rapport au chardon, là encore une fois, il n'y a pas d'outil miracle. Par contre, l'expérience nous montre que en passant à l'entretien mécanique, on va favoriser un rééquilibrage de la flore, une modification aussi, il faut le dire, potentiellement du fonctionnement de l'horizon superficielle du sol et une tendance à avoir des flores spécifiques impactantes moins importantes. Donc le chardon reste un problème, mais qui peut être résolu dans le temps avec le désherbage mécanique. On n'aura pas de solution miracle par rapport au chardon. Alors, avez-vous eu des retours sur les roto-étrilles? Non. Non. Donc là, on n'a pas avoir de réponse. Éventuellement, si dans les participants, il y en a qui ont connaissance d'une réponse, n'hésitez pas à l'indiquer par écrit. Et voilà, vous aurez un retour là-dessus. Quels outils utilisez-vous actuellement pour travailler en intra-rang? Donc nous, par rapport à l'entretien sur le rang, les principaux outils qu'on conseille, donc c'est les lames intercept, mais aussi les disques émoteurs combinés à des bineuses cresse qui vont permettre des passages plus rapides en entretien. Donc plutôt en passage de l'itinéraire technique un peu classique qu'on préconise en vigne, c'est plutôt un butage à l'automne, donc après les vendanges, avec des disques émoteurs potentiellement qui marchent très bien pour buter les vignes également. Une reprise de ces sols au printemps avec des lames intercept. Pourquoi pas un deuxième passage de lame intercept si le premier passage n'a pas été suffisant. Et derrière, un entretien fin de printemps, début de l'été, avec des outils rapides comme les disques émoteurs combinés à des bineuses cresse. Et sur les sols très légers, on peut envisager des passages de bineuses cresse seuls. Ok. Est-ce que tu as d'autres exemples de matériel à présenter, dans les plus retrouvés peut-être dans ta filière sur le terrain? Alors sur l'interrang, nous, on travaille beaucoup avec les outils cover crop, donc des outils à disque, type des chômeurs, et des outils à dents, alors soit à dents vibrantes comme les vibroculteurs, ou à dents fixes comme les actisols, des cadres un peu plus lourds. Donc ça, c'est les principaux outils utilisés sur l'interrang. Et après, sur le rang de vigne, donc on utilise les outils que je vous présentais tout à l'heure, les lames intercept, les disques émoteurs, les bineuses cresse. Après, d'autres outils peuvent être utilisés, comme tous les outils rotatifs. Donc les outils rotatifs, par contre, ont les inconvénients souvent d'avoir des débits de chantier plus faibles, donc plus impactants par rapport à la charge de travail, et des demandes en entretien plus importantes aussi. La logique par rapport au choix des outils d'entretien des sols, ça va être vraiment de choisir des outils à débit de chantier plutôt élevé et avec un minimum d'entretien.
Donc les outils comme les disques moteurs et les Binous Crest répondent bien à cette problématique-là. C'est pour ça qu'on pousse pas forcément d'autres outils qui sont plus complexes, qui potentiellement font du travail très fin, mais qui sont pas forcément adaptés. Notamment savoir qu'avec les outils rotatifs, plus on va travailler finement le sol, plus on va favoriser aussi la levée de fleurs adventices. Comment s'appelle le simulateur que tu as présenté et est-il libre d'accès? Alors, pour l'instant, il n'a pas de nom. C'est un outil qu'on utilise nous en conseil, en formation, et il n'est pas libre d'accès. C'est un outil chambre, donc destiné à l'offre de conseil chambre. Et c'est important. C'est pas un outil qui sera jamais mis en ligne, qui sera jamais en libre accès sur Internet, parce que c'est vraiment fait pour un binôme producteur-conseiller et vraiment être dans la réflexion du changement de pratique, dans le pilotage fin. Et donc, ça demande à la fois un bagage technico-économique important pour le conseiller et de bien identifier les besoins du producteur. Ok. Quelle fréquence de passage en intra-rang avec le désherbage mécanique seul? En général, on est entre 4 et 6 passages par an. Donc, 1 à 2 passages de lame et un passage de disque à l'automne et 2 à 3 passages de disque et moteur avec les Binous Crest. Alors, toujours le simulateur, est-ce qu'il peut être utilisé en arboriculture? Oui, je pense. Oui. Parce que en fait, c'est un outil qui peut s'adapter à d'autres cultures, je pense, parce que surtout en arboriculture, qui est une culture pérenne aussi, avec un peu le même fonctionnement que la vigne. Par contre, en grande culture où il y aurait des rotations, tout ça, je pense que ce sera plus compliqué. Mais en arbo, le transfert peut être assez rapide. Avez-vous des retours sur l'enarbement des parcelles? Alors, depuis 2013, on a des essais d'enherbement sur le rang de vigne, donc avec des sédums, avec de la piloselle, avec du plantain. Donc, c'est des couverts qui ont été semés avec de l'hydroseeding. Donc, c'est-à-dire qu'on projette à la fois la graine ou le fragment. Donc, pour le sédum, c'était des fragments avec son substrat sur le rang de vigne. Et après, on observe le suivi. Donc, la piloselle s'est montrée très rapidement très concurrentielle, trop concurrentielle sur la vigne, de même que le plantain qui s'est montré très concurrentiel. Et aujourd'hui, on observe donc le sédum qui s'est relativement bien implanté dans la durée. Il a mis du temps, mais il s'est bien implanté. Aujourd'hui, il a tendance quand même à se faire concurrencer fortement par les adventices. Donc, on n'a pas de résultats très probants. On a peut-être des pistes avec le lycée de Montreuil-Bellay, lycée viticole de Montreuil-Bellay, qui travaille sur des teints couvre-sol qui ont l'air assez intéressants. Ok. Avez-vous testé le désherbage électrique et qu'en pensez-vous? Non, on n'a pas testé. On a essayé de participer à une démo, mais la machine n'a jamais voulu fonctionner. Donc ça reste du moyen long terme, mais on n'a pas de solution opérationnelle a priori du côté du désherbage électrique. Alors, l'écumage joue un rôle important sur les territoires. Avez-vous des exemples de partenariats, démonstrations, etc.? Alors ces dernières années, ça s'est moins fait, mais avant, toutes nos démonstrations techniques étaient faites avec l'écuma, donc sur l'aspect machinisme. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai, mais des exemples de partenariats précis, pas pour l'instant. Mais c'est dommage. Certains détracteurs mettent en avant la climatologie régionale comme frein majeur au désherbage mécanique. Je suis en Normandie. Pensez-vous que le désherbage mécanique peut exister dans toutes nos régions métropolitaines? Au regard peut-être juste de la filière Vitis, si tu as un regard là-dessus. Bah, rien n'est impossible. Non, non, effectivement. Et du coup, c'est plus le couple climatologie type de sol, je pense, qui peut être limitant. Parce qu'on sait que par exemple dans des sols argileux, on a des fenêtres d'intervention très restreintes, parce que c'est des sols qui restent humides longtemps, qui mettent du temps à réessuyer et qui sèchent à contrario très vite quand le temps revient au sec. Donc là, typiquement, on est sur une contrainte agronomique importante. Après, c'est aussi la taille des exploitations qui a une contrainte, hein. Évidemment, plus on a des fenêtres de travail restreintes et plus l'exploitation est grande, plus c'est compliqué. Donc effectivement, le critère climatique peut être un facteur limitant, c'est clair. Après, on a des outils aujourd'hui comme les disques moteurs, Binous Crest, qui permettent des passages rapides relativement superficiels, qui offrent une marge de manœuvre aussi supérieure par rapport au niveau de réessuyage des sols, qui peut être intéressant.
Alors, on va prendre une dernière question. Si jamais il y a des éléments, voilà, qui n'ont pas été traités, nous le ferons sans souci suite à cette session. Je reviendrai vers vous. La dernière question, c'est concernant le désherbage thermique cette fois-ci. Si jamais tu as également eu des expériences avec ce Alors, type de désherbage thermique, on connaît un pratique. vigneron qui le pratiquait, mais qui le pratique plus. Potentiellement, le coût en énergie fossile est important et ça pose des questions aussi par rapport en période de grande sécheresse. On peut difficilement le passer sans avoir un risque d'incendie. Donc, pour l'instant, le désherbage thermique, c'est pas quelque chose qu'on travaille en vigne. Ok, donc on a écoulé le temps imparti. Comme je l'ai dit, je ne manquerai pas de traiter les questions, les remarques par la suite. Pour information, donc voilà, vous recevrez prochainement un lien pour le replay de ce webinaire que vous pourrez diffuser si vous le souhaitez. Également un questionnaire de satisfaction où vous pourrez nous donner vos retours concernant cet épisode, ce que vous en avez pensé. On est au 3e épisode. Sachez qu'un prochain aura lieu en septembre. Bah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, je vous remercie à tous de votre participation. Je te remercie, Guillaume, de ton intervention. Je ne sais pas si tu as quelques mots de conclusion. Bah, merci Euh, à tous pour votre participation. voilà, bah, à nouveau, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.